Monsieur Thibou Kabara, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous un peu comment les négociations ont été menées par vous-même, justement pour obtenir l'accord par rapport à la tenue de la dernière manifestation de l'opposition. Moi, je pense d'abord, comme je l'ai dit, c'est le chef d'État qu'il faut féliciter pour avoir fait preuve de hauteur de vue et de sagesse. Et cela n'est pas étonnant pour qui connaît son histoire, liée quand même à une longue opposition consacrée à défendre les droits et les libertés dans notre pays. Ensuite, féliciter le chef de file de l'opposition qui a bien voulu accepter qu'un autre itinéraire que celui qu'ils avaient proposé soit choisi pour leur manifestation, mais qui a aussi appelé ses militants au calme et à la retenue pour que la manifestation se déroule dans les meilleures conditions. Et donc c'est l'esprit de concertation et le souci de parvenir à un accord pour préserver la paix sociale tout en permettant l'exercice des droits et des libertés, ce qui a abouti à ce que non seulement la manifestation ait lieu, mais qu'elle ait lieu dans le calme, l'ordre et la paix. Est-ce une tâche facile d'être à la fois un proche collaborateur du chef de l'État, mais aussi un ami, un proche du chef de file de l'opposition? La relation avec l'un et l'autre remonte à très loin dans le temps, lorsque l'un n'était pas président et l'autre n'avait même pas encore commencé à faire la politique, à plus forte raison incarner une opposition. Donc ce sont des relations d'amitié et de confiance qui ont résisté aux épreuves politiques et aux vicissitudes du temps. Je m'en réjouis et je m'en félicite parce que cela permet aujourd'hui d'aider à créer un meilleur climat dans les rapports entre les deux hommes et aussi à pouvoir leur parler chacun dans l'intérêt de notre pays et pour aussi une meilleure promotion de notre démocratie. C'est vrai que vous aviez eu à mener des démarches allant dans le sens vraiment de mettre fin à cette crise latente dans notre pays. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, depuis un certain temps, l'opposition bande à nouveau ses muscles et puis appelle à de nouvelles manifestations. Qu'est-ce que du côté de la présidence vous êtes en train de mener comme démarche pour justement amener toutes les parties autour de la table du dialogue? D'abord, chaque fois que l'opposition manifeste ou menace de manifester, c'est parce qu'elle estime n'avoir pas été entendue ou avoir épuisé toutes les voies de recours. Le dialogue entre le chef d'État et le chef de file de l'opposition a permis d'ouvrir une session de dialogue entre acteurs politiques qui a abouti à la conclusion d'un accord pour non seulement consolider le processus démocratique, mais permettre d'aller à des élections apaisées en particulier. Donc cet accord, comme vous le savez, a évité au pays le cycle de manifestations qu'il a connu dans le passé, mais il est évident que parfois on rencontre des difficultés dans l'application de l'accord. Je peux vous dire que ça c'est indépendant de la volonté du chef d'État, dans la mesure où d'ailleurs, chaque fois qu'il y a eu un blocage ou des incompréhensions, il est intervenu pour aider à une sortie de crise, comme il a fait à l'occasion de la dernière manifestation. Je pense qu'il appartient à chacun d'entre nous, aussi bien du côté du pouvoir que de l'opposition, de rester dans l'esprit de l'accord qui a permis d'obtenir une trêve dans le débat politique, mais surtout a été une source de confiance entre les acteurs. Et c'est cela qui va éviter que l'opposition n'ait recours à la rue. C'est ça qui permettra aussi à notre pays de connaître une certaine stabilité. L'opposition, il est vrai, a suspendu ces manifestations, mais elle estime que toutes ces revendications ne sont pas encore satisfaites. Et puis elle dénonce également l'impunité, notamment les différents assassinats à l'occasion de ces manifestations. La solution, c'est d'éviter les manifestations. Parce que malheureusement, lorsqu'il y a des manifestations, malgré les précautions que l'État prend pour préserver l'ordre public et la vie des concitoyens, et aussi la bonne foi de l'opposition à marcher pacifiquement, il y a toujours des risques de débordement
et des comportements incontrôlés de certains qui conduisent malheureusement à des scènes de violence et parfois même provoquent la perte en vies humaines de certains de nos concitoyens. Donc je pense, tant qu'on peut, par le dialogue et la concertation, régler les problèmes qui peuvent se poser de temps en temps, il faut éviter de recourir à la manifestation. Et aussi, de l'autre côté, nous avons le devoir et la responsabilité de toujours créer les conditions de la confiance et du dialogue avec l'opposition pour ne pas l'amener à douter de notre bonne foi et de la sincérité de nos engagements et donc finalement à descendre dans la rue. C'est une responsabilité partagée de préserver la paix et de faire en sorte que les droits et les libertés qui sont reconnus aux citoyens s'exercent dans un calme relatif, dans l'ordre et la discipline, et donc dans la sécurité pour chacun et pour tous. En ce qui me concerne, je pense que la bonne foi du président et la volonté politique de résoudre les problèmes, notamment les engagements contenus dans l'accord politique, nous aident beaucoup à ne pas aller dans une escalade regrettable pour le pays. L'opposition aussi, vous le savez, depuis quelque temps, est plus ouverte au dialogue et essaie d'éviter autant que possible de recourir aux manifestations lorsque une autre solution est possible. Donc je pense que c'est des malentendus et des incompréhensions qui surviennent de temps en temps, et aussi à cause des difficultés qu'on rencontre dans l'application de l'accord, on peut avoir le sentiment parfois que c'est un regain de tension ou qu'on retombe dans la crise d'avant. Mais moi je suis convaincu qu'on tient le bon bout et que la raison, chaque fois, comme on l'a vu avec la dernière manifestation, va habiter chacun d'entre nous pour préserver l'essentiel qui est notre pays. Il y a de cela quelques jours, les victimes et les parents des victimes des massacres du 28 septembre ont commémoré le triste anniversaire de cette date fatidique. En tant qu'acteur et membre du gouvernement à l'époque, qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui? Je rappelle que d'abord, c'est une page triste de l'histoire de notre pays, parce que c'est vrai, c'est une histoire qui est émaillée de violences politiques depuis notre indépendance, mais ce qui s'est passé le 28 septembre 2009 est quelque chose d'extraordinairement difficile à supporter pour les familles, pour les citoyens guinéens qui aspirent à la justice et à la vérité. Moi, j'ai exprimé mon désaccord avec ce qui s'est passé en démissionnant, et aussi, comme beaucoup d'autres citoyens, je souhaite que la vérité soit connue et que la justice soit rendue aux victimes de manière à ce que cessent les violences politiques d'une part, mais aussi que le sentiment d'impunité n'encourage pas de récidiver dans la violence, parce que c'est l'impunité qui amène souvent à recommencer. Si on prend l'habitude de sanctionner les délits et les crimes, il est évident que notre société sera meilleure. Et je pense que c'est un défi pour la justice guinéenne de faire la lumière sur ces événements tragiques. Et c'est une attente, une demande sociale que cette justice soit rendue. Il faut en tenir compte. Parce que pour faire leur deuil, les familles ont besoin de connaître la vérité, ont besoin qu'on leur rende justice. Donc je milite avec tant d'autres pour que la vérité soit connue, pour que la justice soit rendue aux victimes. Moi, à l'époque, malheureusement, je n'étais pas à un poste qui me permet d'apporter un témoignage qui pourrait éclairer la justice dans l'instruction qui est en cours. Mais lorsqu'il a eu besoin de moi, je me suis présenté et j'ai réitéré à cette occasion que chaque fois que ce sera nécessaire et que l'instruction aura débouché sur la nécessité qu'il soit entendu, je reste disponible pour la justice, surtout dans ce dossier très sensible pour notre histoire et qui, pour la conscience nationale, est une interpellation quotidienne. Donc moi, personnellement, je n'en sais pas grand-chose, comme j'ai eu à le dire, mais si on estime que ma contribution est utile à connaître la vérité, je suis disponible à apporter cette contribution. Mais en tout état de cause, sur ce drame que le pays a connu, il faut que la vérité soit connue et que justice soit rendue aux familles des victimes.
Vous étiez quand même un proche collaborateur du président du CNDD à l'époque, M. Dadis Camara, et il se dit d'ailleurs que vous étiez un peu dans les négociations justement pour amener les forces vives à l'époque à renoncer à la tenue de cette manifestation le 28 septembre. Non, moi je pense que, comme souvent, il y a toujours des avis divergents, et à cette époque, ça n'a pas fait exception à la règle. Lorsque l'opposition a appelé à manifester, si je me rappelle bien, pour s'opposer à une éventuelle candidature du capitaine Dadis à l'élection présidentielle, comme toujours, il y avait deux avis. Ceux qui estimaient que ce n'était pas approprié et donc il fallait interdire la manifestation, et ceux qui ont estimé comme moi qu'il fallait laisser faire la manifestation en prenant bien sûr la précaution qu'elle se déroule calmement. Et finalement, le président Dadis a été convaincu de la nécessité de laisser faire la manifestation, mais à deux conditions qu'il a indiquées, que ce ne soit pas le 28 septembre, qu'il estimait être une fête nationale, qu'il fallait en quelque sorte épargner des contestations ou des revendications politiques, et puis le stade qu'on disait à l'époque du 28 septembre en rénovation, il a souhaité que la manifestation se tienne ailleurs, notamment au stade de Nongo. Et ces deux conditions, ou ces deux demandes, il a eu l'occasion d'en discuter avec le président de l'UFR, Sidi Touré. Pour ceux qui s'étonnent que ce soit à une heure tardive, tout le monde sait qu'à cette période, le travail se faisait la nuit au camp Al-Faya. Donc il n'y avait rien d'extraordinaire à l'heure tardive, puisque le travail se faisait et jusque tard dans la soirée, lorsque le président Dadis était encore au pouvoir. Donc, malheureusement, il n'y a pas eu de compromis entre Sidi Touré et lui, et donc il n'y a pas eu d'accord autour de la manifestation que l'opposition avait projeté de faire à l'époque. Et naturellement, puisque ce n'était pas autorisé, il y a eu des accrochages, malheureusement, entre les forces de l'ordre qui voulaient empêcher la manifestation et l'opposition qui était déterminée à manifester, avec malheureusement le bilan tragique que nous connaissons et qui jusqu'aujourd'hui, comme je dis, pèse sur la conscience nationale et interpelle chacun d'entre nous par rapport justement à la nécessité non seulement d'établir la vérité dans ce drame, mais de rendre justice aux familles des victimes. Et moi, personnellement, je n'étais pas présent au moment des faits. D'ailleurs, j'ai vécu tout ça à distance, à domicile, comme j'ai eu à le dire. Donc je l'ai pu suivre comme tant d'autres citoyens ordinaires qu'à travers les médias et les échanges que j'avais au téléphone avec ceux qui étaient présents sur le terrain, y compris les acteurs politiques qui étaient concernés par la manifestation. Donc je n'ai rien à me reprocher, comme j'ai eu à le dire à maintes occasions. Et d'ailleurs, ce n'était pas évident, maintenant ça pourrait le paraître. Pour marquer mon désaccord, j'ai démissionné et j'ai même quitté le pays pendant toute la période qui a suivi, avant que la deuxième transition ne se mette en place. Donc c'est un événement tragique que je regrette, comme tant d'autres Guinéens, et pour lequel je souhaite que la lumière soit faite et que justice soit rendue à toutes les victimes et à leurs familles. Depuis un certain temps, les langues se délient justement pour parler de ce tragique événement. Vous avez sans nul doute suivi le témoignage fait par le ministre Koutoubou Moustapha Sanou, qui a écrit un livre pour dire sa part de vérité justement par rapport à cette affaire. Est-ce que vous avez lu le livre en question et quelle appréciation en faites-vous? Non, je n'ai pas lu le livre, mais comme vous l'avez si pertinemment dit, c'est sa version des faits. Mais ce qui ne veut pas dire que c'est la vérité. J'ai d'autant plus de raison de douter que ce soit la vérité, parce que, comme vous le savez, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, Kabine Komara, qui a été invité à la dédicace de ce livre, séance tenante, sans aucune précaution, a démenti un paragraphe du livre qui concerne les conditions dans lesquelles les leaders politiques ont été libérés. Moi-même, ce matin, invité dans une émission radio, j'ai relevé
beaucoup de contre-vérités dans le livre qu'il a écrit. Lesquels? Par exemple, lorsqu'il parle du deuxième tour de l'élection présidentielle, en expliquant que Ben Sekou est venu voir le général pour lui dire qu'il avait l'intention d'éliminer les votes dans certaines circonscriptions pour favoriser une deuxième place de Sidya Touré. Mais tout le monde sait que ça ne s'est pas passé comme ça. De cela, je tire la conclusion qu'il n'y a rien de vrai. Parce que d'abord, il y a deux sources authentiques. Vous-même, vous avez eu à rencontrer le général Sekouba Konaté, souvent, qui vous a expliqué le deuxième tour. Il vous a expliqué dans quelles circonstances Sidya Touré, qui était deuxième à la faveur de l'élimination des voix dans les circonscriptions favorables au président actuel, comme Sidya Touré, donc la deuxième place, s'est retrouvé à la troisième place, et Alpha Condé, qui avait été injustement mis à la troisième place parce que les votes dans ces circonscriptions, dans ces fiefs, ayant été arbitrairement annulés, est remonté à la deuxième place. Mais cette discussion, elle n'a eu lieu quand le général Sekouba Konaté, Ben Sekou père son âme, et moi-même. Et je tiens à le dire, c'est moi qui ai demandé à ce que la vérité des urnes soit rétablie. Parce que lorsque Ben Sekou a expliqué que c'est à la suite de l'élimination des voix dans les fiefs d'Alpha Condé qui s'est retrouvé à la troisième place et que Sidya est monté à la deuxième place, je lui ai dit que c'était injuste parce que le vote sur l'ensemble du territoire national a connu beaucoup d'irrégularités. Pourquoi alors une élimination sélective des voix? Parce que si on tenait compte de l'irrégularité, c'est tout le vote qu'il fallait annuler. Ce n'était pas dans une partie du pays et dans les fiefs d'un des candidats. Surtout que cela modifiait l'issue du scrutin. Donc, c'est moi, je l'assume pleinement, parce que ce n'est pas une faveur que j'ai faite au président Alpha Condé, c'est une injustice que j'ai évité qu'il soit commise à l'encontre d'un candidat. Donc, il fallait une égalité, une équité entre les candidats. Le général n'a jamais été impliqué dans cela. C'est avec Ben Sekou que la discussion a eu lieu, c'est vrai, en présence du général. Donc, c'est moi qui ai rétabli la vérité des urnes. Le général n'a jamais eu une discussion avec Ben où il proposait d'éliminer des voix au profit de Sidya. Il était venu avec des résultats qui donnaient Selou premier, Sidya deuxième, Alpha Condé troisième, mais à la faveur d'un arbitrage discrétionnaire qui l'a amené à éliminer injustement et arbitrairement des voix dans les fiefs favorables à Alpha Condé. Donc lorsqu'on dit que Ben est venu avec une proposition que le général a rejetée, il lui a donné l'instruction de rétablir les résultats, je m'inscris en faux contre cela, et jusqu'à preuve du contraire, je viens de le dire, la discussion a eu lieu entre Ben Sekou, paix à son âme, et moi-même, en présence du général. Je ne me souviens pas que Koutoubou ait été présent pour prétendre pouvoir dire ce qui s'est passé ce jour-là. Vous voyez, et autant d'autres faits, quand il parle de la composition du gouvernement, il n'était pas présent. C'est une discussion qui a eu lieu en dehors de lui, pendant son absence, parce que moi-même, j'ai dû intervenir à la demande d'une personne qui est proche de lui pour qu'il soit maintenu dans le gouvernement, parce qu'il faisait partie des personnes qui figuraient sur une liste noire de Jean-Marie Doré, civils et militaires, qui ne voulaient pas voir figurer dans le gouvernement pour des raisons qu'il m'a expliquées. Nous avons même appris que vous étiez pressenti au poste de Premier ministre pendant la transition. Lorsque le général a été appelé à conduire la transition, c'est vrai qu'il m'a fait la proposition d'être le Premier ministre, mais moi j'ai estimé que je n'étais pas le mieux placé pour occuper cette fonction. Et d'ailleurs, cela est intervenu avant la nomination et le choix de Jean-Marie Doré pour le poste. Donc je n'ai jamais eu l'ambition d'être Premier ministre. À cette période, et même maintenant, moi je suis le cours normal de ma vie et je ne force pas le destin. Donc, lorsque j'ai décliné l'offre du général, je lui ai proposé de prendre Jean-Marie à la place, ce qu'il a accepté volontiers, et par la suite, c'est un choix qui a été entériné par les forces vives, et là aussi parce qu'il y a eu une hésitation de la part de Jean-Marie qui a estimé que c'était mieux pour lui de compétir à la faveur des élections qui allaient venir que d'occuper un poste de Premier ministre de la transition.
Vous avez également dit que Feu Jean-Marie avait posé 2 conditions pour accepter de diriger la transition. Absolument. Lesquelles? La première condition, c'était, tout en étant Premier ministre, de pouvoir être candidat à l'élection. Ce qui n'était pas compatible, parce qu'on ne pouvait pas être juge et parti. Et lorsque cela n'a pas marché, il a demandé alors que la transition soit la plus longue possible pour qu'il ait le bénéfice de l'action qu'il conduirait à la tête de l'exécutif. Parce que, telle qu'elle était conçue au départ, la transition, et d'ailleurs ce qui s'est passé en fin de compte, n'a pas été longue. Elle a eu lieu, je crois, sur 1 an. Alors que lui, il estimait, peut-être à tort ou à raison, qu'il fallait un minimum de 2 ans, sinon de 3 ans, pour faire une transition la mieux élaborée possible et la plus achevée possible. Malheureusement, ni l'une ni l'autre condition n'a pu être acceptée parce que le contexte à l'époque ne le permettait pas. Et aussi, la volonté du général, c'était une transition rapide au bout de laquelle on aurait fait les élections. Vous avez appartenu pratiquement à tous les systèmes, du général Lansana Conté au président Alpha Condé. C'est quoi le secret de M. Tibou Camara? Moi, je pense qu'il faut rendre grâce à Dieu de pouvoir être utile à son pays et de répondre chaque fois à l'appel qui nous est fait de nous rendre utiles, parce que moi je pense qu'on ne peut pas faire la politique et s'engager pour son pays si on n'a pas le souci des autres et si on n'est pas animé par un patriotisme certain. Moi, je suis un ouvrier de la République. Ceux qui estiment avoir besoin de moi, tant qu'il s'agit de servir les intérêts du pays, je reste disponible. Mais je n'en fais pas une condition pour servir mon pays, parce que je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'être à un poste ou d'avoir une responsabilité publique pour être utile aux autres et pour servir son pays. Mais le destin a voulu, effectivement, que chaque fois qu'il y a un changement ou qu'il y a un régime, que ceux qui en sont légitimement fondés à le diriger estiment que modestement je peux leur apporter une contribution pour la réussite de leur mission. Je m'honore de cela et cela m'engage à toujours continuer à avoir un comportement exemplaire parce que finalement il n'y a que la loyauté qui paye et la sincérité dans les relations personnelles qu'on peut avoir et aussi dans la collaboration lorsqu'il s'agit de l'État. Donc je tâcherai de mériter toujours la confiance qu'on pourrait placer à ma modeste personne. Est-ce que le combat a été facile pour vous? Est-ce que vous êtes un peu à l'aise du côté de Sékou Touré ou vous êtes quand même le conseiller personnel du chef de l'État? Moi, l'avantage que j'ai, c'est que je connais le président Alpha Condé avant qu'il ne devienne président. Depuis qu'il était dans l'opposition, on se fréquentait, je le fréquentais. Nous avions pris l'habitude de discuter de tout, d'échanger à propos des problèmes du pays, des inquiétudes que chacun pourrait avoir. Et aujourd'hui encore, on a gardé cette habitude de discuter librement. La seule chose qui a changé, c'est qu'il est devenu président de la République. Maintenant, il faut en tenir compte en ayant à l'esprit que nous ne pouvons donner qu'un avis. On ne peut être à la limite qu'être consulté par lui. Mais personne à sa place ne peut prendre la décision. Et personne ne peut décider à sa place. Donc c'est cela qui a changé. Et moi je le respecte en tant que président. Et je connais mes limites par rapport à sa fonction, par rapport à son statut et à la responsabilité qu'il incarne. Et je n'abuse pas ni de l'amitié, ni de la confiance. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des coups bas de la part de certains de ses proches collaborateurs aussi? Les rapports de pouvoir sont toujours des rapports de rivalité et malheureusement parfois de violence et d'incompréhension. J'ai parfois le sentiment d'être incompris et même de rencontrer beaucoup d'hostilité parce que ce n'est pas toujours qu'on partage mes idées et mes convictions. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, tant que j'aurai le soutien et la confiance du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui m'a nommé dans mes responsabilités actuelles, je continuerai la tâche et je me dévouerai davantage à la mission qui m'a été confiée. Donc l'adversité fait partie de la vie, mais l'essentiel c'est d'avoir une grande force de conviction
et d'être portés par un idéal qui nous permette justement de supporter cette adversité. Vous êtes dans les locaux de Africa Guinée. Est-ce que vous avez un dernier message à l'endroit de nos lecteurs, nos téléspectateurs? Non, très sincèrement et sans démagogie, je voudrais vous féliciter pour le travail que vous faites, parce que vous êtes un des rares sites, il faut avoir l'honnêteté de le dire, qui ne tombe pas dans l'invective, comme on le voit très souvent, et malheureusement d'ailleurs, qui ne reprend pas des débats de caniveau. Vous êtes pour la contradiction, mais fondé sur l'idée, fondé sur les arguments. Je n'ai jamais vu, moi-même j'en ai fait l'expérience avec vous, vous reprendre une réaction de colère et d'émotion. Ça, c'est un respect admirable pour vos lecteurs. Et cela aussi vous honore, parce que le journalisme impose un sens très élevé de la responsabilité. Donc, de mon point de vue personnel et très modeste, vous faites partie des sites de référence pour ceux qui veulent vraiment s'informer sur le pays, parce que non seulement il y a le sérieux des informations, mais il y a un équilibre entre les acteurs qui montrent qu'il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de prise de position en faveur d'un camp contre l'autre, comme on le voit, malheureusement, parce que les contradictions politiques, malheureusement, se retrouvent aussi dans les médias. Vous avez résisté à la tentation et à la facilité de choisir un camp contre un autre, comme c'est très courant, et vous faites en sorte que la parole soit donnée à tout le monde et que chacun se sente impliqué et que personne n'ait le sentiment d'être lésé par rapport à un autre. Il faut garder cette équité, cette distance avec les acteurs, parce que c'est ce qui fera votre honneur personnel et la crédibilité de votre site, d'ailleurs qui est réel, mais que vous devez renforcer en restant vous-même comme vous le faites. Merci beaucoup. Merci.